Seguimos con el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, con la posibilidad de volver a cruzar los caminos del pensamiento filosófico, de la crítica literaria, de las reflexiones políticas, del análisis sociológico, de la mano de algunos de los pensadores claves, esenciales de ese siglo que se acaba de cerrar. Vamos a poder escuchar y ver la reflexión, las voces de Martin Heidegger, de Jacques Derrida, de Roland Barthes, de Alain Touraine, de Susan Sontag. También vamos a poder incursionar en la discusión sobre Argentina, sobre América Latina, a través del pensamiento de David Viñas y de Ernesto Laclau. Creo que en este nuevo ciclo vamos a poder descubrir a través de las diversas voces y las diversas reflexiones de estos pensadores el mapa complejo de nuestra propia tradición cultural. Siguiendo con las entrevistas que estamos presentando en el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, hoy tenemos la oportunidad de ser testigos, me parece, de una entrevista significativa que recorre una gama de problemáticas que nos incumben de un modo más que decisivo. Una entrevista a quizás uno de los sociólogos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de Alain Touraine, un hombre que nació en 1925 y que todavía está generando obra, reflexión, pensamiento. Es una entrevista en la que Alain Touraine se pregunta de una manera descarnada, pero también viendo qué se abre hacia el futuro, qué aconteció, qué nos aconteció, cómo se definió el siglo XX. El siglo que él dice a boca de jarro que ha sido el siglo de los totalitarismos, y esto tiene mucho que ver con las vicisitudes de la propia obra de Alain Touraine, un hombre que, viniendo del campo de la reflexión sociológica, extendió su indagación hacia el territorio también de la reflexión política, de la reflexión filosófica, que en el último tramo de su camino como pensador se metió muy profundamente en la cuestión misma de la modernidad. Pero Alain Touraine, uno podría decir, atraviesa su propio camino como sociólogo en consonancia con algunos sucesos muy fuertes que van aconteciendo alrededor de esa misma obra. Alain Touraine, en los años 60, en el interior de lo que fue el gran debate de las ideas políticas, sociales en Francia y en Europa, participó muy activamente de todo ese movimiento que desemboca en el mayo del 68, formuló lo que fue en ese momento su sociología de la acción y también comenzó a indagar por la emergencia de lo que después se convertiría en un tópico ya más común, que es precisamente la aparición de los movimientos sociales. El Alain Touraine, sociólogo, viendo el desencadenamiento de los movimientos que giraron alrededor del 68, pero viendo también la experiencia, por ejemplo, del sindicato Solidaridad en Polonia, asistió directamente a esa experiencia, fue descubriendo que en el mundo social de lo que él cada vez más iba a definir como una sociedad postindustrial, aparecían ya no simplemente aquellos actores clásicos y tradicionales, las clases sociales, la clase obrera, por ejemplo, sino que estábamos siendo testigos de la aparición de esto que lentamente iba a ir definiéndose como nuevos movimientos sociales. En Latinoamérica, en los años 80, la influencia de Alain Touraine también fue notable para producir ese giro hacia las reflexiones vinculadas a los movimientos sociales. Pero también, decía, Alain Touraine fue testigo presencial de la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile y del golpe del 73, escribió un libro sobre la tragedia chilena. Alain Touraine no solamente fue un hombre preocupado por las vicisitudes de la sociedad postindustrial del tiempo europeo, sino que fue un hombre muy vinculado a América Latina.
una parte clave de su obra está directamente relacionada con la historia de Latinoamérica contemporánea. Pero ahí decía una primera etapa de un Alain Touraine que por comodidad vamos a definirlo como un hombre vinculado a la metáfora de la revolución. Después nos encontraremos con alguien que comienza a reflexionar la crisis de los propios discursos y de las propias tradiciones vinculadas a la revolución, que comienza a preguntarse por la era de los totalitarismos, que comienza a meterse de cuajo en la complejidad de un tiempo histórico que ya no es el signado por la Revolución Francesa, por la Revolución Rusa, por lo que él llama los grandes relatos de la modernidad. Y después vamos a ver de qué modo Alain Touraine, sobre todo en el momento en que comienza a desplegar una obra que culmina en un libro que se llama Crítica de la Modernidad, trata de mostrar los claroscuros de la experiencia moderna, trata de mostrar hasta dónde somos deudores de los paradigmas de la modernidad y hasta dónde sigue habiendo un conflicto en el interior de nuestras sociedades, un conflicto que nos muestra aquello que desgarra nuestras vidas sociales, procesos de alienación, de objetivación, de pérdida del sentido, junto con extraordinarios movimientos de recreación de una vida social. Alain Touraine quiere tener una visión, vamos a llamarla también por comodidad, optimista, o quiere seguir encontrando en el interior de la experiencia moderna a esa figura clave de la modernidad que en un momento quedó opacada, que es la figura del sujeto. El último Alain Touraine, vamos a escucharlo en este reportaje, reivindica el lugar del sujeto como un lugar construido desde la libertad. Y, por supuesto, logra confrontar ese conflicto entre la libertad y el sometimiento, entre la justicia y la injusticia, entre el deseo de la igualdad y la desigualdad. Toda la obra de Alain Touraine, una obra, insisto, muy significativa para el pensamiento social de la segunda mitad del siglo XX y para nosotros, es una obra que no deja de mostrar las tensiones, los conflictos, digámoslo porque es importante para nuestra época. Alain Touraine es un pensador del conflicto y reivindica el lugar del conflicto en el interior de las sociedades democráticas. Es más, dice que una trama clave de las sociedades totalitarias es intentar anular el conflicto, achicarlo a su mínima expresión, y que las sociedades administradas, esas que quieren gestionar a los seres humanos como si fueran cosas, sociedades del capitalismo tardío, del neoliberalismo, son sociedades donde también supuestamente no hay conflicto. Esto tiene que ver con discusiones de hoy, aquí en la Argentina, si el conflicto es antagónico a la democracia o si el conflicto es parte de la dinámica recreadora de la sociedad democrática. Por eso creo que es muy interesante escuchar a Alain Touraine, un hombre que fue cambiando, que tuvo una línea de conducta respecto a su reflexión sobre lo social, pero que en determinados momentos fue girando y construyendo otro tipo de posiciones. Escucharlo es de algún modo, insisto, poder internarnos en el mapa de lo social, de lo político, de la vida cotidiana, porque a Alain Touraine le interesó mucho la cotidianidad, el territorio de la sensibilidad, la cuestión de los vínculos entre los que viven en el interior de una sociedad. Y básicamente Alain Touraine fue construyendo, por un lado, una sociología de la acción y por otro lado fue construyendo un pensamiento que intentó salir al rescate de lo que él considera es el núcleo decisivo de una modernidad que aspire a transformar la sociedad en un sentido más vivible para los seres humanos, que es lo que él llama un sujeto asociado a su propia libertad. Escuchemos a Alain Touraine, discutamos con él. Es bueno, me parece extraordinariamente importante poder discutir con el pensamiento de un pensador desde una mirada crítica. Y esta es la intención un poco de estos programas, de este ciclo, ser capaces de agregar a nuestra visión aquellas miradas que han permitido que enriquezcamos nuestra perspectiva del mundo. Escuchemos entonces ahora a Alain Touraine. Que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Au moindre malaise, dès qu'une corporation éternue et que la France s'enrhume, on consulte. Il n'est pas une explosion sociale, une grève, une grande question nationale qui ne soit commentée sur les ondes ou dans la presse par ce chirurgien spécialisé dans les malaises sociaux et les crises de croissance. On finirait par le prendre pour un généraliste, un docteur de famille. Oui, Alain Touraine, c'est vraiment le médecin de l'an 2000. C'est l'événement du jeudi qui récemment désignait en ces termes notre invité de ce soir, le sociologue Alain Touraine. Docteur Touraine, bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas docteur, sauf fesse-lettres. Mais enfin, à vous croire, le grand malade aujourd'hui, c'est la modernité. La modernité, selon vous, n'est plus ce qu'elle était. Elle a pris ces derniers temps un sérieux coup de vieux et il est grand temps de la rajeunir. Quel remède préconisez-vous? Simple lifting ou cure prolongée? La réponse dans votre nouveau livre, Critique de la modernité, paru il y a peu chez Fayard. En novembre dernier, vous avez reçu un autre titre de docteur, celui-là de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. À cette occasion, le professeur Michel Molitor vous a présenté, je le cite, comme un homme dont la pensée a fortement marqué les sciences sociales et singulièrement la sociologie ces 30 dernières années. Directeur d'études depuis 1960 à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, vous avez consacré l'essentiel de vos travaux aux mouvements sociaux, du mouvement ouvrier au mouvement étudiant, en passant par le mouvement antinucléaire, le mouvement régionaliste occitan ou encore le mouvement polonais Solidarité. Ce concept de mouvement social, allié à une méthode d'intervention sociologique nouvelle, constitue sans doute votre premier rapport original à l'étude des phénomènes sociaux. Le second, plus récent, est l'accent que vous mettez depuis une dizaine d'années sur le retour de l'acteur en insistant sur le rôle du sujet face à la structure, ce qui fait incontestablement de votre sociologie une sociologie de la liberté et de vous un sociologue pas tout à fait comme les autres. N'avouez-vous pas en effet une méfiance pour le moins paradoxale à l'égard de tout ce qu'on appelle social? Bref, vous êtes à votre manière une espèce de méta-sociologue, quelqu'un qui, comme en témoignent ces critiques de la modernité, transcende la sociologie pour aborder aux confins de la philosophie sociale. Et voilà comment vous êtes devenu, sinon médecin malgré vous, l'un des penseurs les plus écoutés d'aujourd'hui. Enfin, vous êtes aussi un grand spécialiste de l'Amérique latine et en particulier du Chili. Vous y étiez d'ailleurs lors du coup d'État de septembre 1973. Le nom de Dieu d'Alain Touraine, acte 1. Alain Touraine, vous êtes le premier à écrire notre titre de cette manière-là. C'est la première fois en effet qu'on écrit Dieu au singulier avec une minuscule. D'abord, Dieu au pluriel, ça ne fait pas partie de notre monde. Nous ne vivons pas avec un Dieu derrière chaque fontaine ou chaque bosquet. Nous ne sommes pas dans un monde grec. Et quand nous voulons dire Dieu, ou nous voulons dire le Dieu de la Bible et des prophètes, ou le Dieu de l'Évangile, ce qui est notre tradition, ou le Dieu de l'islam, nous sommes dans une partie du monde qui est monothéiste, ou ça veut dire, et c'est mon cas, je ne suis pas religieux, je n'ai pas d'appartenance religieuse, ça veut dire autre chose. Ça veut dire, aujourd'hui, que j'appellerais Dieu avec une minuscule, tout principe de limitation du pouvoir social. Je veux dire, nous avons pensé que la société nous libérerait de la tradition, des ancêtres, de Dieu avec un D majuscule. Aujourd'hui, c'est fini. Le problème n'est pas qu'on vit dans la tradition jusqu'au cou, c'est qu'on vit dans le changement, dans le pouvoir, dans la décision, dans la planification, dans la police, dans tout ce que vous voudrez, dans la technique jusqu'au cou. Et la grande affaire, c'est ce renversement, c'est-à-dire de retrouver quelque chose que nous pouvons appeler l'homme,
que nous pouvons appeler les droits de l'homme, que nous pouvons appeler la liberté, que nous pouvons appeler l'individu, que nous pouvons appeler le sujet. Appelez-le comme vous voudrez. Mais il se trouve aussi, je le dis tout à fait nettement, que dans notre partie du monde, toutes ces conceptions humanistes de la liberté sont inséparables d'une certaine tradition chrétienne, que j'appelle d'ailleurs dans mon livre, pour être un peu plus précis, l'augustinisme, mais qui est, après tout, qui a dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La séparation du spirituel et du temporel. Ça, pour vous, c'est fondamental. Fondamental. Si vous voulez, le monde n'est pas un. Si la société c'est tout, si le gouvernement c'est tout, si l'économie c'est tout, si l'idéologie c'est tout, on est fichu. On n'a plus de recours. Tandis que notre conception de la liberté, sur laquelle est fondée notre démocratie, c'est qu'il y a un recours. Il y a, comme disait le droit naturel au XVIIIe siècle, il y a un au-delà du droit légal, un domaine que la loi elle-même ne peut pas envahir. On peut discuter, tout ça change de forme, mais lorsque je dis ce Dieu, et qui peut prendre les noms les plus divers, je veux dire par là, je me réfère à ce qui, à chaque époque, dans chaque situation, nous apporte une garantie, une protection fondamentale contre le pouvoir absolu, le pouvoir du mot, de la loi, de la force, ou encore une fois, même de la science. C'est Antigone. Avec la différence que chez Antigone, ce qui résiste à la cité, ce qui résiste à Créon, c'est les lois de la famille. Mais oui, et je ne suis pas contre, car cette résistance, c'est pas seulement la liberté, c'est aussi la mémoire. C'est la volonté de se libérer d'eux, la volonté d'inventer sa propre vie, mais c'est aussi l'engagement qui permet au zèque, face à son camp de concentration, de résister en pensant à son parti, à sa religion, à sa nation, à sa famille, à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire quelque chose qui se mobilise contre l'action. Et pourquoi je dis cela? Vous le comprenez bien, c'est parce que la modernité, c'est l'homme se définit par ce qu'il fait. Oui, c'est magnifique. Et moi, j'ai dit ça avec la plus grande passion pendant 30 ans. Mais en même temps que nous voulons être ce que nous faisons, et non pas ce que nous héritons du passé, en même temps, nous avons peur, parce que ce que nous faisons peut devenir notre prison. Déjà, à la fin du XIXe siècle, Max Weber le disait, c'est la cage de fer des techniques créées par la modernité. Donc, il faut, en même temps que nous sommes ce que nous faisons être, il faut que nous ayons un principe au-delà de ce que nous faisons, au-delà de la technique, de la facticité, comme on dit quelquefois, et qui est le sens que nous donnons à notre propre existence, soit directement, ce qui est le cas, je pense, le plus fréquent aujourd'hui, soit en passant à travers un retour à Dieu, comme à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle. Vous venez à votre manière de rendre hommage à l'héritage chrétien en parlant de cette séparation du temporel et du spirituel. N'êtes-vous pas, à votre manière, objectivement chrétien ou chrétien malgré vous? Non, je pense que toute la culture dans laquelle nous vivons repose sur cette séparation. On peut imaginer un monde entièrement sacré, où l'humain et le divin sont mêlés. Et en fait, c'est ça le monde traditionnel. Vous savez, le monde traditionnel, c'est pas un monde magique, irrationnel. C'était pas ça le monde traditionnel. C'était le monde qui était à la fois rationnel et finalisé. Les gens de Babylone scrutaient le ciel, ils faisaient des maths, ils faisaient de l'astronomie. On disait que Dieu était géomètre ou architecte. C'est pas irrationnel d'être géomètre. Et en même temps, c'était sa volonté. Or, pour moi, la modernité, c'est quand cette correspondance de l'homme et du monde se casse et qu'il y a apparition d'un principe intérieur. Mais vous avez cité le christianisme, je vais vous citer quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui est presque mon maître à penser là-dessus, c'est Descartes. Descartes qui se place dans une position augustinienne de la manière la plus claire, et chrétienne, il dit, il y a l'ordre du monde, c'est les lois, moi je suis matheux, je comprends les lois du monde.
Mais je suis aussi la créature créée par Dieu à son image. Il appelle ça l'âme, peu importe son vocabulaire. Et l'âme humaine, c'est la liberté, et c'est toute son image de l'homme généreux qui affirme sa volonté sur lui-même, comme Auguste dans Cinna de Corneille. Alors, je pense que, moi je dirais, la tradition augustinienne et chrétienne de l'Évangile, Descartes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française ou de la Révolution américaine, voilà des exemples parfaits de cette vision dualiste, de ce souci fondamental de limiter l'ordre de l'étendue, l'ordre du pouvoir, l'ordre des choses, au nom de ce que vous pouvez appeler Dieu, l'âme, la raison, le sujet. Alors une chose est sûre, c'est que Dieu avec une majuscule, ce Dieu-là, il est bien mort. Écoutez, il n'est pas mort pour tout le monde. Je dirais que ce qui est le problème d'aujourd'hui, ne parlons pas trop généralement, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on assiste à ce qu'on appelle un retour du religieux au sens d'un retour du communautaire. Et ceci est, pour l'essentiel, que ce soit une communauté théocratique, que ce soit une secte, tout ça est horriblement dangereux. Que ce soit religieux, nationaliste, n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce danger, et que ce danger, nous le touchons du doigt, dans tous les intégrismes qu'on trouve, regardez en ce moment en Inde, l'intégrisme hindouiste, l'intégrisme musulman, l'intégrisme juif, l'intégrisme catholique ou protestant, orthodoxe, il y en a partout. Bon, mais je pense que la disparition du vieux monde religieux fait qu'il y a d'un côté le retour des intégrismes, mais de l'autre côté, cette apparition de ce que nous appelons, au fond, tous les jours, l'éthique. L'éthique, c'est la laïcisation du religieux, la laïcisation de ce Dieu avec une minuscule. Dans les mouvements sociaux, que ce soit le mouvement ouvrier, le mouvement des femmes, le respect des minorités, vous lisez le même message, celui des évangiles? Je dirais pas c'est celui des évangiles, je dirais il est aussi là. Les mouvements sociaux, je pense, n'ont jamais été de pure revendication. C'est toujours l'affirmation d'un droit, les droits des travailleurs, la justice sociale. C'est l'affirmation, je le répète, de la Déclaration des droits de l'homme quand appelons ça la bourgeoisie anglaise ou française, se soulève contre le monarque absolu au XVIIe, au XVIIIe siècle. Mais lorsque le monde ouvrier, je dis bien le mouvement ouvrier, pas les partis ou les idéologies socialistes, le mouvement ouvrier se soulève, c'est bien cette idée que celui qui est créateur doit être protégé dans son travail. À ce moment-là, c'est la catégorie tout à fait centrale dans l'expérience. Et aujourd'hui, vous avez raison de le dire, mouvement de libération nationale, mais mouvement des femmes, au plus haut degré, mais d'autres mouvements qui affirment la liberté de se produire soi-même, pas dans le vide, à la fois dans sa volonté de libération contre les appareils dominants, et de l'autre côté, en tenant compte de tout ce que nous sommes, car nous ne sommes pas rien du tout, une pure volonté négative d'être à la ça. Nous sommes aussi tradition, mémoire, en même temps que intention de faire notre propre vie. Alors là, voilà cette image que vous avez retenue dans l'album des grandes photos du XXe siècle. C'est l'image du printemps de Pékin. Alors cet étudiant chinois, place Tiananmen face au char, que représente-t-il, qu'incarne-t-il pour vous? Une chemise blanche face au char et le char va l'écraser. Et puis le char ne l'écrase pas. Le char va se détourner. J'aurais pu prendre d'autres images, malheureusement, il n'y en a que trop. Mais je pense que celle-là était d'une telle force et d'une telle beauté, parce que nous avons tellement de photos d'images de victimes. Ça. Et là, c'est le moment où celui qui va être victime, devient le témoin, et je dirais presque le prophète.
Ensuite, ça a mal tourné. Ensuite, il n'y a pas eu de libération. Mais on sait que c'est lui qui a gagné. Et donc, c'est la résistance, et je le dis, c'est des mots que j'emploie dans mon livre à plusieurs reprises. Pour moi, le sujet, ce n'est pas le héros, celui, j'allais presque dire, de la croix, vous savez, sur les barricades de 1830, la liberté sur les barricades de 1830. Non. Je pense que c'est d'abord un dissident. C'est d'abord un résistant. Alors je pense évidemment à la Pologne, ou je pense au Chili, ou je pense à bien des pays, les exemples sont innombrables, et je pense que cet exemple-là, graphiquement, était un exemple d'une pureté qui nous a tous bouleversés, puis le monde entier l'a vu. C'est-à-dire qu'il vient un moment, c'est un peu un tournant du monde, un moment où les totalitarismes qui ont dominé notre siècle, les absolus qui ont dominé notre siècle, commencent à être arrêtés par cette silhouette en blanc, sans armes, les mains nues, sans aucune ressource, et même seul sur cette grande avenue. Alors, cela veut dire, retour du sujet, si vous voulez, que on va reconstruire, et vous le disiez tout à l'heure, on va reconstruire, même à nous, notre brave petite vie, qui est infiniment moins dramatique que ça, on va le reconstruire à partir d'exigences qui vont commander le social. C'est pourquoi vous aviez profondément raison de dire que tout ce qui est le social, la société, c'est des mots dont je me méfie. Alors que je devrais en faire mon fonds de commerce. Oui, je le dis. Non, je vous ai expliqué qu'après tout, je crois que la société, si elle se produit, j'avais fait un livre qui s'appelle « Production de la société », pour qu'elle se produise, c'est pas avec du social qu'on fait du social. C'est avec des exigences du social. Ça veut dire, je suis l'acteur de la société. La société, d'une certaine manière, c'est un système de moyens, de techniques, de règles, de formes d'organisation, mais les finalités, je pense que c'est ça notre définition. Notre finalité, c'est pas de fabriquer des citoyens, des travailleurs, des pères ou des fils, des braves gens qui chacun occupent leur place et prennent leur métro. C'est de faire en sorte qu'il y ait création de la société par les êtres humains, par les individus, pas en tant que simples consommateurs, mais en tant qu'ils sont capables de quoi? De se chercher à travers les moyens sociaux. Nous produisons des techniques, nous produisons des formes d'organisation et des lois et des tas de choses, et tout ça, ce sont des moyens pour nous retrouver. Vous évoquiez la religion ou une pensée religieuse. Moi qui ne suis pas religieux, mais je l'étais à cette époque-là, pour dire la vérité, un des livres qui a le plus marqué ma vie, et un des textes qui ont le plus marqué ma vie, c'est Le soulier de satin de Claudel, et en particulier l'extraordinaire début qui est, je ne sais pas si vous en avez gardé le souvenir, le Jésuite. Le Jésuite, c'est le frère de Rodrigue, qui est le personnage central du soulier de satin, et qui dit, qui est en train de mourir, et qui dit à Dieu, qui lui confie l'âme de son frère Rodrigue, et il lui dit, et s'il ne va pas à toi par la voie la plus courte, qu'il y aille par la plus détournée, et ça va être toute cette histoire de la saga de Rodrigue à travers l'histoire de la colonisation espagnole. Alors, pour moi, c'est ça, la société. La société, c'est une saga, c'est une histoire qui est dite par et faite par des êtres humains qui cherchent à se créer eux-mêmes, à être maîtres de leur propre existence, pas dans le vide, à travers ces moyens techniques, sociaux, économiques, etc. Revenons un instant à cette image extraordinaire. Tout de même, c'est l'image d'un homme qui se dresse face à des chars, qui ne sont pas n'importe quels chars, qui sont les chars de la Révolution. Alors, un thème... De l'ex-révolution. Voilà, justement, parlons-en. Un thème qui vous est cher, c'est celui de la méfiance à l'égard de l'entreprise révolutionnaire. Oui, peut-être parce que j'ai cru très profondément au thème révolutionnaire, qui est, je crois, un thème fondamental dans l'idée classique de la modernité.
On dit la révolution industrielle, on dit la révolution française ou la révolution russe, c'est-à-dire la tabula rasa, la rupture avec le passé. Or, aujourd'hui, en effet, je pense que si vous définissez l'être humain de manière négative, par ce qu'il n'est pas, par ses entraves, comme prolétaire, comme esclave, alors sur quoi fonderez-vous sa liberté? Vous allez donner le pouvoir absolu aux libérateurs, à l'avant-garde, à la guérilla, aux fusils, aux tanks. Et vous vous retrouvez avec une armée ex-révolutionnaire, c'est-à-dire avec le totalitarisme. Moi, à cause de mon âge, du siècle où je vis, mon expérience fondamentale, c'est le totalitarisme. Vous y avez cru d'une certaine manière, vous l'avez dit, dans cette critique de la modernité en page 420, vous êtes très dur à l'égard de certains intellectuels qui ont épousé la cause des tyrans. Vous dites ceci: les intellectuels ont été trop longtemps séduits par les pouvoirs qui se présentaient comme les agents de la raison. On doit aujourd'hui demander à ceux qui ont servi les tyrans qu'ils se taisent. Est-ce que j'ai tort? Oui. Est-ce que j'ai tort? De qui parlez-vous? De Sartre, de Foucault? Non, je ne dirais certainement pas ça. J'ai de grands débats avec Foucault, mais jamais je ne commettrai une telle erreur de jugement. Nous étions, Foucault et moi, des amis de Solidarność et membres du même comité avec la CFDT pour défendre Solidarność. Et je dirais même, au risque de choquer certains, s'il est vrai que Sartre a dit et fait beaucoup de bêtises pour les hommes de ma génération, il reste d'abord celui qui était vraiment le premier d'entre nous dans la lutte contre la guerre d'Indochine et contre la guerre d'Algérie. Et par conséquent, il y a un appel à la libération dans Sartre, même si, après 1953, il a eu le fameux horizon indépassable du marxisme et qu'il a trouvé le sens de l'histoire, faute, j'allais dire, d'une sociologie, dans l'organisation du pouvoir. Je ne crois pas qu'il soit honnête de réduire Sartre à un défenseur du pouvoir. Non, ce serait vraiment tout à fait injuste. Ce que je pense, c'est que le monde est plein, depuis la Révolution française, depuis Saint-Just et Robespierre, mais surtout tout ce qui est le monde de la Révolution soviétique et tout ce qui s'en est suivi. Le monde est plein de gens qui ont été des révolutionnaires, qui ont été des libérateurs, et qui ont identifié, pour la raison que je viens de dire, cette vision purement négative de l'homme, qui ont identifié la libération de l'homme à la formation d'un pouvoir absolu. Rappelez-vous que j'évoquais Malraux, rappelez-vous l'espoir, le débat entre les anarchistes et puis les bolcheviks, le passage de la mystique à la politique, comme disait autrefois Péguy. Je pense que c'est la grande affaire de notre monde, que nous avons cru. D'autres d'ailleurs, ils ne sont pas forcément tellement différents. On dit on va libérer l'homme par l'abondance, par la technique, par la mécanisation. Et d'ailleurs, c'était souvent les mêmes qui disaient le pouvoir du parti, l'électrification, plus le pouvoir des soviets. Comment, aujourd'hui, en cette fin de siècle, comment est-ce que nous pourrions avoir une réflexion sur notre monde qui ne soit pas commandée par l'analyse critique, le rejet critique de cette identification de la liberté avec un pouvoir? C'est indispensable. Il faut partir de là. C'est pourquoi j'ai cette attitude de renversement de cette confiance dans le progrès, dans les lumières. Je dis aujourd'hui, on ne peut plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance dans les lumières de la raison. Il faut défendre la raison. Mais il n'est pas possible d'avoir cette confiance dans ce qui identifie la condition humaine à des formes d'organisation et de commandement social. Lorsque l'âme s'efface, qu'est-ce qui apparaît? L'action ou la mise en question de la vie par la mort? L'auto ralentissait sous les arbres solennels. Peut-être l'action d'abord, la mort ensuite. André Malraux. On vient tout juste de parler de Malraux, ça tombe bien. Voilà la phrase que vous avez choisie. Elle est extraite des Antimémoires, publiées en 1967.
Vous pourriez peut-être la resituer dans le livre, Alain Touraine? C'est la conversation, c'est une série de conversations, n'est-ce pas? C'est la conversation avec Nehru. Donc ça se réfère à l'Inde, et dans cette conversation qui prend plusieurs formes, avec Nehru et avec d'autres interlocuteurs, il évoque le caractère spirituel de la civilisation indienne, puis vient la réflexion sur laquelle je me suis arrêté, qui est de dire, mais l'Inde aujourd'hui, l'Inde moderne, n'est plus une civilisation spirituelle, elle est moderne, occupée de développement technique, économique, etc. D'où la réflexion, la phrase que j'ai extraite de cette page. Phrase terrible, hein? Peut-être l'action d'abord, la mort ensuite. Qu'a-t-il voulu dire à votre avis? D'abord, en choisissant ces mots, je n'y avais pas pensé d'abord. C'est d'abord à Freud que j'ai pensé, le Freud de la Première Guerre mondiale et d'après, la dernière topique de Freud, Eros et Thanatos. Et je pense, si je l'ai gardé, au fond, c'est parce que ce n'est pas une phrase conquérante, c'est une phrase inquiète, et qui dit, voilà, il y avait la tradition, il y avait la sagesse, il y avait la religion. Et puis, notre modernité, c'était l'action. Mais voyons l'autre côté. Non pas pour dire l'action c'est pas bien, la technique c'est pas bien, mais on voit monter aussi la mort. On voit monter aussi, les sociologues diraient, la crise, la désorganisation, la crise urbaine ou la crise des mœurs, les déracinements. Cela veut dire que nous sommes aujourd'hui, non pas dans un monde orienté vers le progrès, mais comme le disait aussi Marx, le socialisme ou la barbarie, nous sommes dans un monde qui est, si je puis dire, aux portes du progrès et aux portes de la barbarie, aux portes d'un paradis et aux portes de l'enfer. Et par conséquent, ça renvoie la responsabilité sur nous, c'est-à-dire nous, sujets humains. Est-ce que, et je le pense profondément qu'aujourd'hui, nous sommes parvenus à un moment, nous en Europe, nous dans le monde, nous dans nos villes, nous partout, dans un monde où il n'est pas impossible que nous basculions dans la violence, dans la crise, dans Babel, dans la lutte de tous contre tous, dans la désorganisation, dans la perte de sens. Ce n'est pas du tout exclu. Ouais. Et par conséquent, nous sommes placés devant un choix, pas devant une tendance, pas devant une nécessité historique, devant un choix. C'est-à-dire, oui, l'action, et l'action peut renvoyer à la liberté du sujet humain, mais l'action peut renvoyer aussi, je dirais, ça tire dans tous les sens. Ouais. Et cette présence, je le répète, si fondamentale dans tous les penseurs modernes. Vous savez, il n'y a pas de grand penseur moderne qui ait été un optimiste du progrès. Il n'y en a pas. Des gens médiocres. Les plus grands penseurs, que ce soit des sociologues, des philosophes depuis la fin du XIXe siècle, sont des gens qui pèsent les chances de la création moderne et qui pèsent en même temps les risques, soit du pouvoir absolu, soit du pourrissement. Alors aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas ce sentiment aussi qu'il y a d'un côté de formidables forces techniques, militaires, politiques, économiques déchaînées, des marchés comme on dit, et de l'autre côté, soit des résistances irrationnelles néo-théocratiques, des intégrismes, soit un monde du pur pourrissement. Il y a un film culte qu'on redonne en ce moment, un film américain qui s'appelle, ou anglais, Blade Runner. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a ce côté aussi d'arrachement, de destruction. Nous y reviendrons, si vous le voulez bien, dans la dernière partie de cette émission, intitulée le Paris. Revenons un instant à cette phrase et mettons-la en parallèle avec une autre phrase de Malraux qui se trouve, elle, en exergue de cette émission et qui dit « Je pense
que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. Est-ce que vous plaidez avec Malraux pour un réenchantement du monde, Alain Touraine? Pas tout à fait, parce que je pense que la modernité n'a jamais été désenchantement. Et que l'image de la modernité à laquelle je m'oppose le plus profondément, c'est celle-là. Le monde était enchanté et maintenant il devient rationnel, logique. Ce n'est pas vrai. Pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde d'autrefois, c'était le monde qui était à la fois sacré et rationnel. La modernité, c'est la séparation. La modernité, c'est la naissance de l'homme intérieur, c'est la naissance de l'intimité. J'allais dire, c'est l'invention du sentiment. C'est au XVIIIe siècle que nous avons inventé les larmes, que nous avons inventé le roman, que nous avons inventé l'image féminine comme personnage de roman. Donc, à ce moment-là, nous voyons tout un monde qui va se développer en même temps que le monde de la technique, de la rationalité, du calcul, de tout ce que nous connaissons bien. Il y a un monde de marchands et il y a un monde d'intimité. Je dirais presque d'un côté le monde capitaliste et de l'autre côté le monde bourgeois au sens du roman bourgeois du XVIIIe siècle anglais ou français. Et cela ne fait que se développer. Par conséquent, je pense qu'il faut être plus optimiste. Il n'y a pas eu, mais je suis pour le réenchantement contre ceux qui diraient plus les choses sont techniques, mieux c'est. Il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre. Il ne s'agit pas d'opposer la liberté du sujet à la rationalité des techniques. Il faut l'un et l'autre. La rationalité sans le sujet, c'est la technocratie. Le sujet sans la rationalité, ça risque d'être l'enfermement communautaire et intégriste. Il faut marcher sur les deux pieds. Et comme les deux principes ne vont pas l'un avec l'autre, ils sont en dialogue, mais aussi en tension, alors il faut que nous ayons un système qui permette de discuter entre les deux. C'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire un espace politique ouvert, le dialogue entre la raison et le sujet. C'est ça, être moderne. Et être moderne, et c'est en ce sens-là aussi que j'aimerais même aller plus loin sur le réenchantement. Vous savez, ce que nous appelons moderne aujourd'hui, ce n'est pas celui qui rompt avec le passé, c'est celui qui réinterprète, qui récapitule, qui a de la mémoire. Nous, au XIXe siècle en Europe, on se lance dans la révolution industrielle. Et qu'est-ce qu'on fait? On invente la conscience historique. On refait l'histoire du Moyen-Âge, on se met à retaper les vieilles cathédrales, etc., qu'on soit laïque ou qu'on soit religieux. Mais on réacquiert. Eh bien aujourd'hui, nous voulons quoi? Nous voulons connaître l'Asie et l'Amérique latine, nous voulons connaître l'Antiquité égyptienne et les gens du pays d'à côté. Plus nous sommes divers, plus nous sommes capables de dialoguer avec un grand nombre de cultures individuelles et collectives, plus nous sommes modernes. La modernité, c'est la richesse du dialogue entre les sociétés, les cultures et les catégories sociales. C'est pas de dire tous en rang par deux, l'universel, l'absolu, les mathématiques. Il faut des mathématiques, il faut de l'universel, il faut le règne de la loi. Là-dessus, pas d'histoire. Il ne s'agit pas de tomber dans un néo-traditionnalisme qui serait horriblement dangereux. Mais il faut que cela nous permette de combiner les règles de l'universel de la pensée et des droits de l'homme avec la reconnaissance de la multiplicité des histoires. Moi, j'ai une âme d'historien. La raison, c'est bien, à condition d'en user avec raison. À condition de la faire dialoguer avec la recherche du sens vécu, individuel ou collectif, à travers à la fois des projets de libération et des mémoires ou des traditions culturelles différentes. Apprenons à retrouver l'universel dans le plus grand nombre d'histoires vécues particulières possibles.
C'est une pièce de collection que vous avez amenée là, l'Ain Touraine? Non, pas du tout. C'est presque le contraire. Cet œuf, c'est un œuf de lapis lazuli, et cette pierre est un peu la pierre symbole, la pierre nationale du Chili. Par conséquent, cet œuf signifie pour moi, non pas le Chili, mais signifie ma femme. Ma femme que j'ai perdue il y a 2 ans. Et parce que ce livre, ces idées dont nous parlons, peut-être ça aurait grandi en moi parce que le monde change, parce que les idées vous viennent. Mais je pense que ce livre, ces idées, ont été la manière dont j'ai vécu, dont j'ai, pour moi, donné sens à la maladie qui a fini par la vaincre. Et elle était, je crois, ce que j'appelle bêtement un sujet, je veux dire quelqu'un qui a une capacité de donner sens à son existence et à celle des autres. Et par conséquent, cet objet qui est tellement lié à elle, elle aimait beaucoup ces pierres, signifie que c'est à travers, je crois, la rencontre de quelqu'un que les idées abstraites, les manières de voir, les sensibilités se forment. Et je pense que ce livre, c'est mon deuil, c'est la manière dont j'ai donné sens, j'ai essayé de réorganiser ma vie intellectuelle autour de cette expérience personnelle qui n'était pas fondamentalement l'expérience de la mort, qui était l'expérience de quelqu'un qui s'est donné sens à la vie jusqu'aux portes de la mort. Et c'est pourquoi c'est vraiment un objet qui est un objet qui évoque la vie, la chaleur, l'amour, etc. Et c'est à cause d'elle. C'est vraiment elle qui a écrit ce livre. Et je crois que sans elle, je serais passé tout à fait à côté de cette partie de moi-même. L'œuf est un des tout premiers symboles religieux. Pour les chrétiens, c'est même le symbole de la résurrection, ce qui est une manière de lui rendre hommage à votre femme et de reconnaître ce que vous lui devez encore aujourd'hui. Oui, et puis tout à l'heure, il y a un instant, nous parlions avec Malraux de la mort. Je pense aussi que tout le thème de l'action, de la transformation, de la modernité, de tout cela, il doit toujours rester lié au contraire de lui-même, qui est la mort, mais qui est aussi la vie. Et qu'il y a cette immobilité sans quoi il n'y a pas de sujet. Tout ne bouge pas. Il faut qu'il y ait un point fixe intérieur. Un œuf, c'est orienté vers l'intérieur. Ça porte en soi, par sa forme ou par son contenu, ça porte en soi la vie. Et je pense que de temps en temps, je sens le besoin, c'est peut-être pour ça que nous avions comme ça rassemblé de différents pays où nous trouvions un certain nombre de ces œufs de pierre pris dans la montagne, dans le déchirement, les roches volcaniques ou autres, ce sentiment de bon, ce qui est accompli, ce qui s'accomplit, cette espèce de puissance de créer de la vie, de fécondité. De fécondité, mais oui, au sens de qui fait sens, qui fait forme, et puis un peu de bonheur, ça fait pas de mal. L'œuf comme symbole du sujet, le sujet c'est votre épouse, c'est vous-même, c'est cet étudiant place Tiananmen face au char, ça pourrait être aussi un homosexuel, ça pourrait être aussi un hémophile.
Oui, parce que l'autre côté, il faut pas s'enfermer dans l'affirmation de la liberté, du sujet, du bonheur. Je suis plus habitué, mais j'y tiens tout autant, à l'autre dimension, qui est la dimension Tiananmen, qui est la dimension conflit. Nous advenons au sujet, nous vivons comme sujet, au fond, quand nous faisons deux choses. Quand nous sommes résistants et quand nous sommes amoureux. Et il faut qu'il y ait les deux choses. C'est le poids de la domination. C'est le poids de la domination qui nous fait résister et nous pose. Je dis, je suis libre. La résistance à l'oppression, comme on disait au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Et puis, il faut aussi qu'il y ait la reconnaissance de l'autre comme sujet, qui vous reconnaît, enfin, cet échange des regards entre des individus qui se reconnaissent comme étant capables de donner sens à la vie, à leur vie, à la vie de l'autre, etc. L'amour du prochain, diriez-vous? Je ne sais pas si j'emploierais cette expression qui ne fait pas vraiment partie de mon vocabulaire, mais je dirais simplement l'autre. L'autre reconnu comme autre, je veux dire, qui va faire sa vie qui ne sera pas la mienne, mais qui fait cet acte universel qui est de créer du sens, de créer et de la reconnaissance de l'autre. Je crois que dans le monde où nous vivons, vous comprenez, dans le monde où nous vivons, je veux dire, nous ne sommes plus dans un monde d'industrie, je veux dire de fabrication d'objets. Nous sommes dans un monde qui fabrique des images de l'homme, qui fabrique de la médecine, de l'éducation, de la télévision, de tout ça, de la communication. La grande affaire, c'est qu'est-ce que vous faites de l'autre? Est-ce que l'autre, c'est un réservoir d'émotions d'où vous tirez de l'effet qui va faire de l'argent finalement, ou est-ce que il y a rencontre de l'autre? Je pense que ce thème de la communication avec l'autre est devenu le thème clé de notre société. Notre société, elle est jugée à ça. Bien sûr, elle est jugée d'abord à la violence ou à la non-violence, au respect ou au non-respect de la loi, à la misère ou à la non-misère. Bien sûr, tout ça est vrai. Mais les péchés fondamentaux de notre temps, dans notre partie du monde, ce n'est pas la misère, si grave soit-elle quand elle existe, c'est la non-reconnaissance de l'autre comme autre, le non-respect de l'autre, soit parce qu'il faut que tout le monde soit comme nous, soit au contraire parce que les autres sont incommunicables. Ce sont ces problèmes interpersonnels, interculturels qui sont aujourd'hui les problèmes essentiels. Et donc, apprendre à reconnaître la présence de nos valeurs universelles dans l'expérience vécue, personnelle de l'autre, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis aussi, lier la beauté, le plaisir, en fait, le bonheur avec la distance, l'immédiat avec le distant, la réflexion avec le goût des bonnes choses. Il faut avoir le goût des bonnes choses. Il faut avoir le goût du plaisir, le goût du bonheur. Il ne faut pas vivre dans une culture de la culpabilité, mais il faut vivre dans une culture de la résistance et de l'exigence. Alain Touraine, pensez-vous comme certains que le XXIe siècle sera le siècle de la fin de l'histoire? C'est tellement à la mode, cette affaire, Fukuyama, etc. Et c'est tellement facile à comprendre. Il y avait les fascismes, il y avait les communismes ou les maoïsmes. Tout ça s'est écroulé. On a l'impression que le monde est
réconciliés autour de l'économie de marché, la démocratie libérale, une certaine tolérance culturelle. Alors voilà, c'est beaucoup moins noble que du Hegel, mais on a l'impression que il y a un bon sens fondamental dans ce que dit Fukuyama. Je pense exactement le contraire. Exactement le contraire. Je pense que ce que nous vivons en ce moment, au-delà de ce qui est indiscutable, l'épuisement des grandes idéologies, enfin, etc., etc., ce que nous vivons, c'est un déchirement presque fait de contradictions plus que de conflits, presque au-delà du conflit. Entre quoi et quoi? Entre les marchés et les tribus, entre le monde de l'objectif et le monde du subjectif, entre le mesuré et le sens. Et c'est cela que nous vivons quotidiennement. Et je me demande si nous ne sommes pas entrés dans une période de guerre civile latente au niveau mondial. C'est-à-dire où désormais on ne négocie plus le comment faire, à qui profite le progrès technique, à qui profitent les machines, à qui profite le développement économique. Ça, nous savons faire. C'est le syndicalisme, c'est les négociations, c'est la social-démocratie. Nous avons fait ça pendant 100 ans, avec un assez grand succès. Et maintenant, c'est au niveau de la culture qui a, j'allais presque dire, culture contre culture. Vous comprenez? Dans nos villes même, prenez les États-Unis, qui sont le pays le plus visible au niveau mondial, vous avez à la fois une culture de l'échange, une culture de la communication et de la consommation de masse, une culture supermarché, si vous voulez, au sens pas du tout méprisable. Et de l'autre côté, des kystes, des ghettos, des communautés, des sectes, des minorités, du vécu, fort, pas fort, bon, pas bon, mais je répète, un subjectif bourré jusqu'à la gueule, et de l'autre côté, le monde de l'objectivation du marché, des messages, des effets, des impacts, des flux, des flots, de tout ce que l'on voudra. Globalisation d'un côté, communautarisation de l'autre. Et à l'échelle du monde, c'est d'abord nord-sud. Le nord, ça bouge, c'est le système qui bouge et c'est le système qui commande les flux de marchandises, d'informations ou de décisions. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que vous voyez dans le sud? Pas du tout un nouveau prolétariat comme on le pensait il y a 50 ans, mais ça se fragmente, ça se segmente, ça se retourne sur soi, ça s'auto-détruit, ça se particularise, ça se sectarise. Vous avez une absence de communication, la perte de communication entre nord et sud, entre le premier et le quart-monde, pour ne parler que de nous. Je répète, entre le public et le privé. Vous vivez dans une vie publique, vous prenez votre ordinateur, vous prenez votre avion, etc., vous écoutez votre télévision, et puis vous avez un monde du sens, un monde de l'intérieur, un monde psy, qui devient sans communication avec moi. Vous comprenez, notre monde d'autrefois, le monde de l'éducation, le monde des lois, c'est un monde où on dit qu'il y a une certaine correspondance entre l'individu et la société, sociologie élémentaire. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'a jamais été tout à fait vrai, et bien loin de là. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une dissociation. Et je dirais chaque année qui passe. Est-ce que vous croyez encore au monde du développement? Avant de venir ici, je m'arrêtais quelques heures à Bruxelles, chez les Européens. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on vous disait l'Europe, c'est l'ouverture économique, donc l'abondance, donc l'emploi, donc le bonheur, donc la justice, donc... Ce n'est pas être anti-européen, je suis tout à fait pro-européen, que de dire c'est faux. Il y a d'un côté des luttes économiques, il y a de l'autre côté des problèmes culturels, il y a des problèmes politiques. Tout ça n'a pas des rapports. Tout ça est disloqué. Nous sommes dans un monde babélisé, disloqué,
où, à la limite, tout le monde communique avec tout le monde et où personne n'entend personne. C'est un monde de cris. Le responsable, Alain Touraine, dans la défunte émission de Bernard Rapp, Caractère, vous l'avez désigné, vous avez dit ceci, le responsable, c'est l'aristocratie occidentale machiste et éduquée qui a dominé le monde. Nous devons nous battre la coupe. Je dirais pas nous devons nous battre la coupe, mais je préfère parler de manière plus équilibrée. Je dis aujourd'hui il y a deux réponses qui sont également impossibles. Vous ne pouvez pas dire laissez venir à moi tous les gens du monde qui deviennent de bons bourgeois belges ou français ou anglais ou américains éduqués, etc. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est une sorte de colonialisme mondial qui est dégoûtant et qui tout simplement n'est pas accepté. Mais vous ne pouvez pas non plus tomber dans le multiculturalisme absolu, car ça veut dire le racisme. Si nous sommes tous complètement les mêmes, c'est que tout le monde me ressemble à moi, et si nous sommes tous complètement différents, il n'y a plus que la guerre sainte, la croisade, le djihad ou la ségrégation pour nous en tirer. Donc, moi je dis que le problème central, le problème, permettez-moi d'être sociologue un instant, le problème social central, c'est comment combine-t-on la multiplicité des expériences culturelles avec l'appartenance à un monde de raison et de loi commun. Et la démocratie, c'est ça que ça veut dire. Et j'ai peur de Babel, c'est-à-dire la pure dispersion. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, les Américains, ils sont très fascinés, les Américains du Nord, ils sont très fascinés par le multiculturalisme. Alors, les femmes, les Indiens, n'importe quelle catégorie porte sa propre culture et on est contre l'européocentrisme, etc. Ce qui a une force libératrice considérable et qui tombe dans un véritable racisme. Mais inversement, la position, j'allais dire, à la française, la position purement universaliste, la position jacobine, si vous voulez, qui dit que les immigrés entrent, mais qui deviennent des braves petits Français, c'est également quelque chose qui est impossible. Et par conséquent, la grande inconnue pour éviter cette guerre civile latente au niveau mondial dont je parlais il y a un instant, c'est d'arriver à trouver des modes de combinaison. Et alors là où je souscrirais à la phrase que vous avez rappelée, c'est parce que la manière d'en sortir, c'est d'abord que nous qui avons exercé des positions dominantes au niveau mondial, nous reconnaissions certes ce qu'il y a d'universel en nous, je veux dire la pensée, la science, etc., mais que nous reconnaissions aussi ce qu'il y a de particulier. Et que nous ne disions pas tout ce qui est européen est universaliste. Non. Nos nationalismes, nos appartenances et même nos manières de nous moderniser ont des traits particuliers qui donc doivent être relativisés et surtout ne plus apparaître comme the one best way, on disait dans l'industrie taylorienne au XIXe siècle, la seule bonne manière. Il faut renoncer à cette idée de l'unicité des chemins vers la modernité et vers la liberté du sujet humain. Je pense que c'est aujourd'hui ce problème mondial, global, comme on dit, le problème le plus important, parce que c'est vrai que depuis 30 ans ou 50 ans, nous vivons dans one world, comme disent très bien les Anglais et les Américains, un monde qui s'est unifié de par l'augmentation fabuleuse des interactions et des échanges. Mais ce monde qui est one world, est-ce qu'il est la pyramide avec un seul chef, une seule culture, une seule manière d'être et de penser au sommet, ou est-ce qu'il est un élément d'interaction et de dialogue? Nous avons besoin de nos deux jambes pour marcher, la raison d'un côté, le sujet de l'autre. Il faut les réconcilier, c'est la conclusion que je tire, moi, de ma lecture de votre critique de la modernité. Alain Touraine, merci. Je rappelle que ce livre est paru récemment chez Fayard. Et même si ce n'est pas, à proprement parler, un livre politique, j'en recommande la lecture à tous ceux qui nous gouvernent. Ils y trouveront, j'en suis sûr,
de quoi alimenter leur réflexion sur l'avenir de notre société et au-delà, sur l'avenir de notre humanité. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre nom de Dieu. À la semaine prochaine. No siempre las promesas de una introducción se corresponden con lo que después se despliega, en este caso, en el reportaje al que pudimos asistir a Alain Touraine. Pero me parece que todo ese camino recorrido por el sociólogo francés en realidad viene a poner en evidencia lo que de alguna manera tenía que ver con este dibujo de un mapa de las últimas décadas, con un modo de pensar la sociedad, de interrogarse respecto al capitalismo, a la modernidad, a la problemática de la justicia, de la igualdad, a la cuestión del conflicto, de la democracia, a la historia de los totalitarismos. Es extraordinaria y fantástica esa fotografía de ese hombre frente al tanque, como de alguna manera metaforizando la lucha de David contra Goliat, de los débiles contra los poderosos, que ha sido una constante en el siglo XX. No sabemos si efectivamente el tanque siempre gana. Lo cierto es que en parte del siglo XX los tanques ganaron, pero la continuidad de las resistencias siguen abriendo la posibilidad de transformaciones necesarias, indispensables para nuestra vida social. Pero también me parece que pudimos descubrir un Alain Touraine que mezcla su construcción reflexiva, su obra sociológica con el territorio de la sensibilidad, el homenaje que le hace a su mujer, fallecía muy poco tiempo antes, donde dice que el alma de ella está en uno de sus libros fundamentales, pero también la posibilidad de descubrir cómo, insisto, porque este me parece es un punto clave, la obra, por más sutil, compleja que pueda ser, la obra de un pensador, de alguien que construye ideas para pensar la complejidad del mundo, es siempre una obra que puede ser un territorio para ser compartido, para ser discutido, para ser pensado de cara a nuestras propias vicisitudes, nuestras propias necesidades, nuestras propias preguntas. Alain Touraine nos permitió mejorar el modo desde el que podemos construir ciertas preguntas. Las respuestas después serán aleatorias a las potencias de cada uno de nosotros o a las potencias de una sociedad de encontrar formas de transformación que le permitan volverse más equitativa o más justa. Alain Touraine, en todo caso, nos ofrece un material, un mundo conceptual para pensarnos mejor a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo programa.